Alors Hardy, il faudrait passer évidemment beaucoup de temps à parler de Hardy. C'est un personnage extraordinaire. On va le résumer, on va le résumer, voilà, c'est rapidement, trop rapidement, hélas. Donc c'est incontestablement le plus grand scientifique depuis Newton. C'est quelqu'un qui est, enfin, c'est une personnalité vraiment à plus d'un titre, au sens mathématique du terme évidemment. C'est le plus grand mathématicien de son temps, c'est certain. Mais aussi c'est quelqu'un qui voue une addiction pathologique au cricket. C'est quelqu'un qui appartient à tous les cercles savants de son époque. Il est très bien introduit dans tous les milieux. Il est très au fait de ce qui se passe un peu partout. Et c'est quelqu'un qui essaye d'aller ouvrir la culture britannique à ce qui se passe sur le continent. Il faut comprendre qu'en Angleterre, encore à la fin du 19e siècle, on est encore dans l'héritage de Newton. C'est important de le comprendre, ça. C'est important de comprendre que l'Angleterre est totalement refermée sur elle-même, scientifiquement parlant, et qu'elle est toujours dans Newton. Alors que sur le continent, on introduit l'algèbre linéaire, les matrices, on introduit l'analyse, une nouvelle forme d'analyse mathématique plus rigoureuse, etc. Et donc Hardy, c'est quelqu'un qui cherche à encourager ça. Et pour encourager ça, la première chose qu'il pense à faire, c'est de saboter les tripos, qui justement, eux, cultivent cet héritage de Newton. Alors il ne va pas réussir à abattre les tripos parce que c'est quelque chose qui est trop bien implanté en Angleterre à cette époque, mais bon, il va réussir un peu à les réformer. D'ailleurs, il a passé lui-même les tripos parce que c'est un peu un passage obligé quand même. Mais au lieu de passer 3 ans à les préparer, lui, il a passé que 2 ans à les préparer. Ça, enfin, histoire de montrer déjà la façon dont il considère le truc, quoi. Alors, Hardy. Donc, on est en 1913 là. Il a 35 ans, il a déjà 3 ouvrages à son crédit, ce qui est pas mal. Une centaine d'articles publiés depuis 15 ans. C'est une sommité. Il est déjà Fellow of the Royal Society depuis 3 ans, donc c'est-à-dire qu'il a été élu à 32 ans, ce qui est assez inouï. Il a commencé à se constituer donc une école de pensée autour de lui, notamment avec John Eddlesor Littlewood. On disait d'ailleurs à cette époque-là qu'il y avait 3 mathématiciens en Grande-Bretagne. Il y avait Hardy, il y avait Littlewood et il y avait Hardy Littlewood. Et c'est quelqu'un donc, comme je vous l'ai dit, qui encourage les mathématiques de son temps. Bref, on peut dire qu'en 1913, c'est un mathématicien qui est bien installé dans sa vie et dans sa carrière. Et fin janvier 1913, il reçoit une lettre. Alors vous imaginez, nous sommes le matin, Hardy prend du café, il lit son journal et il reçoit ça. 17 pages. 17 pages de formules comme ça. Alors la légende, il y a beaucoup de légendes là-dessus, on ne sait pas trop bien ce qui se passe. Est-ce qu'il met la lettre à la poubelle? Est-ce qu'il pense que c'est un canular de son collègue Littlewood? Est-ce que là n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est que Hardy va décider que cette lettre a été écrite par un mathématicien de tout premier plan et pas par un illuminé. C'est ça qui est important. Donc, il va répondre à Ramanujan et il va le convaincre de venir à Cambridge pour se former aux mathématiques, parce que Ramanujan n'a pas vraiment eu de formation en mathématiques, il s'est formé tout seul. Donc Hardy décide de le faire venir à Cambridge. C'est un peu compliqué, étant brahman, il n'a pas le droit de traverser les océans, etc. Bon, il va faire un pèlerinage au temple de Namakal et bon, il va trouver un arrangement avec sa déesse et avec sa religion, avec tout ça. Et il va venir en Grande-Bretagne, donc il embarque le 17 mars 1914, et dès qu'il arrive, la Grande Guerre éclate. Alors il est évidemment impossible pour moi de vous relater la vie d'un Indien du Sud en Angleterre à cette époque. Il débarque pieds nus, avec des vêtements traditionnels de chez lui. Le climat n'est pas tout à fait le même en Grande-Bretagne. Étant brahman, il est végétarien, même végétalien strict.
Il n'a pas le droit de manger de la nourriture qui n'a pas été préparée par un brahman. Il va donc devoir cuisiner lui-même. Cela dit, c'était apparemment un bon cuistot. Il est évidemment, il fait évidemment l'objet d'une certaine forme d'ostracisme à cette époque-là. Et bien entendu, il découvre une culture qui lui est complètement étrangère. Il y a des choses qui le choquent. Par exemple, on n'a pas le droit de marcher sur l'ombre d'un brahman, et il y a des gens qui marchent sur son ombre. Il y a des gens qui lui serrent la main, à lui, un brahman. Bon, donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Et ça, de ce point de vue-là, le film dont je vous parlais tout au début, et que j'ai eu la chance de voir, quand même, relate bien cet aspect. Le film est centré sur cette période où Ramanujan se trouve en Grande-Bretagne. Donc peut-être je vais passer un peu vite sur cette période, parce que je pense que vous aurez l'occasion de voir le film. Je vous invite en tout cas à récupérer le DVD dès qu'il sera sorti. De l'acheter, je veux dire. Bref. Alors en plus, non seulement c'est un choc culturel, mais c'est un choc de fait que c'est la guerre. Ça veut dire que Littlewood, qui devait le former aux mathématiques de son temps, il est parti, il s'est engagé, il s'est enrôlé. Il y a un rationnement complet des denrées alimentaires, une explosion des prix évidemment, et tous les mathématiciens peu ou prou sont mobilisés. Hardy est là tout de même, mais à l'université de Cambridge, l'ambiance n'est pas trop à la fête mathématique, parce que l'université est transformée en hôpital et camp militaire. Il n'y a pas de lumière la nuit pour éviter les bombardements, évidemment. Il y a des coupures d'électricité sans prévenir, etc. C'est un peu compliqué, mais Ramanujan travaille. 1914, 1915, 1916, ce sont 3 années de fécondité extraordinaire pour Ramanujan et Hardy. Donc ils vont publier de nombreux articles. Et là, une maladie se déclenche chez Ramanujan. Alors il a toujours été fragile, comme je vous l'ai dit. Il a eu de nombreux soucis de santé dans son enfance et son adolescence. Et là, par contre, la maladie semble plus virulente qu'à l'accoutumée. On diagnostique une tuberculose. Donc Ramanujan passe beaucoup de temps en soins dans des sanatoriums. Il apprend, il est encore plus isolé du coup. Il n'y a même plus Hardy, là, il est très isolé. Il apprend qu'il y a des tensions entre sa femme et sa mère. Bref, le moral n'est pas au beau fixe. Et surtout que le corps médical ne parvient pas à le soigner. En outre, c'est difficile pour lui d'accepter de se faire soigner à la manière occidentale, quelque part. En tout cas, personne n'arrive à le soigner. Il passe les 2 années 1917-1918 dans des sanatoriums. On sait que pendant ce temps-là, il a continué à faire des mathématiques. Hardy s'active pendant ce temps-là pour lui faire retrouver un peu la pêche. Il fait élire Ramanujan Fellow of the Royal Society à 30 ans. Alors ça, c'est totalement inouï. Ça va redonner beaucoup de confiance et d'énergie à Ramanujan. Et en 1919, finalement, il y a un début de l'année, il y a un léger mieux et il est suffisamment en forme pour envisager de retourner chez lui. Donc il rentre en Inde et il est accueilli comme un héros national. Je veux dire, en Inde, on a suivi ce qui s'est passé. On a suivi que Ramanujan a été élu Fellow of the Royal Society. C'est quelque chose. Il est vraiment accueilli en héros. Il est obligé de déménager. On lui court après tout le temps. Tout le monde veut le voir, lui serrer la main. Enfin, pas lui serrer la main, mais le mettre à la fête, etc. Hélas, début 1920, fin 1919 déjà, la maladie reprend, plus foudroyante que jamais. Et début 1920, Ramanujan se meurt. Et du fond de son lit de douleur, il trouve l'énergie pour écrire une dernière lettre à Hardy. Et quelques semaines après, il s'éteint, le 26 avril 1920. Il avait 32 ans. Alors voilà les quelques photos qu'on a avec Ramanujan. Donc il est ici,
sur cette photo, ici, sur ce nouveau cliché. Dans les deux cas, vous voyez qu'il est au centre de la composition. Et ici, c'est une photo de la veuve Ramanujan, donc Janaki Ammal, sa femme. Alors là, sur un transparent, je vous ai recensé quelques domaines dans lesquels Ramanujan s'est illustré. Le but de cette planche est uniquement de vous en mettre plein la vue. Cherchez pas autre chose. Donc Ramanujan, c'est essentiellement, il a énormément travaillé sur les séries et notamment ce qu'on appelle les Q-séries. C'est le gros de son travail, de ses contributions. Mais dans tous les autres domaines, il s'est évidemment illustré également de manière sensationnelle. Les fonctions θ, les fonctions elliptiques, les équations modulaires, évidemment, les modules singuliers. Enfin, c'est assez inouï. Alors je soulignerai simplement en point d'orgue, là c'est peut-être un transparent plus intéressant, quelques contributions décisives de Ramanujan en mathématiques. Vous avez la théorie des partages d'entiers. Je vais en dire un mot, je pense, tout à l'heure. J'ai prévu de le faire. La conjecture de Ramanujan, ce qu'on appelle aujourd'hui la conjecture de Ramanujan sur la fonction tau, qui n'est toujours pas démontrée aujourd'hui dans toute sa généralité, qui est au centre, si vous avez entendu parler du programme de Langland, c'est de la théorie des représentations. Vous avez la conjecture de Ramanujan qui est au centre. Il s'est fendu également d'une théorie des séries divergentes. Vous connaissez sans doute quelques-unes de ces formules pour approximer pi, elles sont tellement connues que j'en parle même pas dans mon exposé. Une théorie des fonctions elliptiques en base alternative et la fraction continue de Rogers-Ramanujan qu'on va rencontrer très vite. Alors, qu'est-ce qu'il a publié, Ramanujan? Ramanujan, il a publié donc une vingtaine d'articles en Europe à l'instigation de Hardy, une vingtaine de notes essentiellement quand il était en Inde et en Grande-Bretagne. Il a toute une correspondance avec Hardy, une correspondance mathématique. Il s'écrivait beaucoup, notamment pendant qu'il était en Inde et pendant qu'il était dans les sanatoriums. Il a fait des rapports trimestriels pour l'université de Madras à cette époque-là qui l'avait aidé, dans lequel il y a ce qu'on appelle le théorème maître de Ramanujan, qui est, pour ceux qui connaissent, une généralisation du théorème de Frullani en calcul intégral. Je ne sais pas si ça parle encore à beaucoup de jeunes aujourd'hui, mais dans le livre de Carr, il y avait beaucoup de calcul intégral. C'était le dada de George Shoebridge Carr, le calcul intégral, et on pense que c'est aussi pour ça que Ramanujan a autant travaillé sur le calcul d'intégrale. Il a soumis 58 problèmes au Journal of the Indian Mathematical Society, dont certains seront résolus plusieurs décennies après sa mort. Et il a laissé 3 carnets. Donc les carnets, je vous en ai parlé. Ce sont ceux qui compilent avant de s'embarquer pour la Grande-Bretagne. Comme je vous l'ai dit, il n'y a aucun développement, aucune explication, aucune définition, aucune convention, aucune notation. C'est absolument illisible pour le commun des mortels. Pourquoi il faisait ça? Parce que sans doute il avait été inspiré par l'ouvrage de Carr, évidemment, mais aussi parce que le coût du papier rendait difficile pour lui de consigner tout ce qu'il trouvait, donc il consignait vraiment que des résultats très aboutis. Et puis surtout, il n'avait pas vocation a priori à publier ou éditer ses carnets, c'était ses cartes de visite. Donc ces carnets ne le quittaient jamais. Et tout le temps, il se baladait avec ses carnets sous le bras. C'est comme ça qu'il allait chercher du travail. C'était son CV, si vous voulez, sa carte de visite. Alors voilà, ça ressemble à ça, hein, les carnets. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose de... Oui, vous devinez quand même?